Chers Thaï respectés, chère communauté bien-aimée, nous sommes le 29 août de l'an 2023 dans le hall de méditation de l'Assemblée des Étoiles au hameau du Bas. Et c'est le 3e jour de la retraite des éducateurs. Hier, au hameau nouveau, Sœur Chai Nim a donné le premier enseignement et elle nous a parlé de notre maître, le maître Zen Thich Nhat Hanh. Je prononce de la manière anglaise. Et le dernier enseignement qu'il a donné dans sa vie était pour les éducateurs. C'était en 2014. À cette époque, sa santé avait déjà commencé à décliner. Et notre communauté s'était organisée pour que nos sœurs aînées puissent donner les enseignements à sa place. Je me rappelle qu'au hameau du Haut, Sœur Gina et Sœur Daonim étaient là après le chant tel que nous l'avons offert ce matin, après le chant de Namo Avalokiteshvaraya. Et nos 2 grandes sœurs étaient là, prêtes à offrir l'enseignement, et tout à coup, notre maître est apparu. Je vois des visages qui sourient. Vous étiez là, vous vous rappelez de ça? Et tout le monde était surprise. Et notre maître voulait venir et accueillir vous tous et toutes, tous les éducateurs et les éducatrices qui nous avaient rejoints dans la retraite. Je me rappelle que les sœurs étaient derrière le public et elles se sont mises à pleurer en voyant notre maître. Il n'était pas en très bonne santé. Vous pouvez encore, cet enseignement est encore disponible sur YouTube en français et il y a la traduction en anglais. Et tout le monde pouvait voir qu'il était vraiment en mauvaise santé parce que sa voix avait changé. Et lorsqu'il était assis, nous pouvions voir ses mains qui avaient gonflé. Et les sœurs derrière le public étaient en train de pleurer parce qu'elles voulaient juste qu'il se repose. Et il est quand même venu pour accueillir les éducateurs et les éducatrices. Et est-ce que vous avez une idée de comment quels sont les premiers mots qu'il a prononcés? Il a dit « Bienvenue, chers amis ». Bienvenue, chers collègues. Vous êtes ses collègues. Est-ce que vous vous sentez spécial? Je suis son élève, mais vous êtes ses collègues. Et le public pleurait également. Et il était tellement touché par son amour. Et il voulait venir pour dire quelques mots, pour dire bienvenue, mais en fait, pendant presque 30 minutes, il a donné un enseignement. Et savez-vous ce qu'il a dit juste après? Après qu'il ait prononcé les mots « Bienvenue, chers amis, bienvenue, chers collègues », je suis moi-même un enseignant. J'aime mon métier et je sais très bien que vous aussi, vous aimez votre métier. Il le savait.
Juste l'idée que vous soyez ici, ça veut dire que vous aimez votre carrière. Vous aimez être un enseignant. Vous aimez vos élèves. Et notre maître a été un enseignant pendant 64 ans. Il a commencé sa carrière en tant qu'enseignant alors qu'il était encore très jeune, en 1950, lorsqu'il a atteint l'âge de 24 ans. Et son dernier enseignement a eu lieu en 2014. Donc ça faisait 64 ans qu'il était enseignant. Et jusqu'à son dernier enseignement, jusqu'à son dernier jour, c'était un enseignant heureux. Il adorait sa carrière et il adorait ses élèves. C'était un enseignant heureux. Et ne pensez pas que pendant ces 64 ans, tout s'est passé sans encombre, que tout était parfait. Ne pensez pas de cette manière. Si vous allez sur notre site web du Village des Pruniers et que vous lisez sa très longue biographie qui a été écrite par Sœur Véritable Dédication, ou Investissement Vrai, vous allez voir que pendant sa carrière, il a eu tellement d'obstacles, tellement de difficultés, et il a failli mourir très jeune. À cette époque, personne ne parlait d'être brûlé émotionnellement, personne ne parlait de dépression, l'épuisement professionnel. Aucun médecin ne pouvait aider notre maître. La médecine conventionnelle ou les médecines alternatives ne pouvaient pas l'aider. Et il a failli mourir. Et allongé dans son lit ce jour, il n'y avait rien à faire. Donc il s'est raccroché à son souffle. Parce qu'il avait appris à méditer. Et il connaissait quelques exercices de respiration, donc il se raccrochait à son souffle alors qu'il était allongé dans son lit. Et il s'est juste mis à compter sa respiration, à suivre sa respiration, et le miracle s'est produit. Juste après, il a été capable de se lever. Et il a pu ressentir que l'exercice de la respiration en pleine conscience venait de lui sauver de la vie. Donc il a continué avec cet exercice dans tout ce qu'il faisait, dans toutes les postures qu'il pouvait prendre, allongé, assis, en marchant, pendant la journée. Il se concentrait et il gardait ses exercices de respiration. Et il s'est senti mieux, il a pu se lever, il a pu continuer ses activités, et il a compris que ces exercices l'avaient aidé. Et il a continué sa recherche année après année après année. Et il a découvert beaucoup de documents précieux, beaucoup d'enseignements précieux. Et il a continué. Et ce dernier enseignement qu'il a offert, bien qu'il était très court, juste 30 minutes, le dernier enseignement de sa vie, c'était comme le résumé de toutes les expériences qu'il avait obtenues dans sa vie en tant qu'enseignant. Il a offert à toutes et toutes présents dans la salle ce jour-là. Vous pouvez l'écouter sur YouTube et
Pour moi, il faut que je l'écoute encore et encore sur YouTube parce que c'est la condensation, le condensé de toutes ces expériences de vie. Et cette même année, en 2014, quelques mois plus tôt, avant cet enseignement, 3 ou 4 mois avant, un grand maître vénérable est venu d'Australie. Il a eu un très long voyage et il a rendu visite à notre maître, notre enseignant. Et c'était son plus vieil élève en 1952, de 1952 à 1954. Et il était peut-être plus jeune de 8 ans. Pas une très grande différence entre les deux. Et il venait d'avoir une opération du cœur quelques mois plus tôt et ses docteurs lui avaient dit il ne faut surtout pas que tu voyages. Mais il voulait vraiment voir notre maître. Donc, il a pris un avion pour venir ici. Ils se sont rencontrés, ils étaient très heureux. Est-ce que vous voulez voir leurs photos? Est-ce que tu peux montrer la première photo? Donc, le dernier à droite, c'est le maître Zen Thich Nhat Hanh quand il était jeune, dans les années 50. Et ses étudiants, son étudiant est juste à côté de lui. À cette époque, ils étaient dans le institut bouddhiste de Han Kuan. Vous ne voyez pas la différence entre les étudiants et les élèves, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, et 60 ans plus tard, plus ou moins 60 ans plus tard, ce vieil élève voulait encore voir son maître et c'était leur dernière rencontre parce que quelques mois seulement après, notre maître a eu une rupture d'anévrisme et juste 2 ou 3 ans après, son élève est mort. Donc c'était leur dernière rencontre. Et nous étions là et nous écoutions leurs vieilles histoires. Nous les écoutions parler de leurs vieilles histoires. Sœur Inim, est-ce que tu peux nous montrer la prochaine photo? Ça, c'est le dernier meeting alors qu'ils étaient ensemble 60 ans après. Et son ancien élève a parlé d'une histoire alors qu'ils étaient jeunes. Et la raison pour laquelle il n'était pas le seul à la droite de notre maître, il y a aussi un autre de ses étudiants. Et il avait énormément d'étudiants qui l'ont aimé au travers de toute leur vie. Et parmi eux, il y en a un autre. La troisième photo, s'il vous plaît. La jeune femme au milieu, c'est Sœur Cheng Krong, dans les années 60, et elle est assise ici avec nous, dans ce hall. Nous étions tellement touchés par l'amour entre les enseignants et les élèves, et nous avons demandé comment ça se fait que vous vous aimiez tant comme ça, autant. Et le moine vénérable nous a dit des histoires. Et il nous a dit qu'il aimait notre maître parce que même s'ils avaient choisi le chemin monastique, ils ne voyaient pas vraiment le chemin. Ils ne savaient pas quoi faire, quoi étudier. Et Tai était quelqu'un qui était extrêmement proche d'eux, qui prenait soin d'eux et qui les aimait, qui les comprenait. Et Tai leur a montré la voie. Il leur a montré la voie, même si beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelle est la voie, mais ils ne le voient pas vraiment en réalité, ils ne le voient pas clairement, et on ne parle pas de ceux qui ne savent pas du tout. Même si on choisit un chemin, une voie, mais c'est sombre parce qu'on ne sait pas comment
comment le suivre. Et Tai était dans cette situation. Il est devenu moine et c'était sombre devant lui. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait étudier, qu'est-ce qui allait lui arriver. Et il a traversé tous ces moments sombres. Et il devait trouver un chemin lui-même. Et il comprenait la nouvelle génération, la jeune génération, les jeunes gens qui marchaient sur le même chemin après lui. Et il leur a montré un chemin. Et c'est pourquoi Tai a joué un rôle très important et un profond impact sur la vie de ces jeunes gens. C'est pourquoi ils sont aussi reconnaissants. Grâce à quelqu'un qui leur a montré le chemin, ils pouvaient continuer dans leur vie. Et depuis qu'il était petit, jeune, il était très clair qu'il savait très bien que d'être un enseignant, ce n'est pas juste au sujet de la connaissance. Il savait ça. Il y avait beaucoup plus à offrir, à transmettre, pas juste de la connaissance. Depuis ce temps-là, il le savait. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment très clair, parce qu'on sait tous que l'on ne peut pas faire mieux que l'intelligence artificielle. Donc notre enseignant n'est pas juste la connaissance, parce qu'on peut pas être aussi fort que ChatGPT. Et on a eu des retraites, une série de retraites pendant 3 mois, depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui. Et on était en contact, on était ensemble avec les jeunes, avec les enfants, avec les adolescents, les jeunes adultes. On a écouté ce qu'ils disaient et on a vu que la plupart des jeunes gens de la jeune génération, aujourd'hui, ils vivent dans la peur, ils vivent dans l'angoisse. Et ils ne voient pas la manière de s'en sortir pour eux-mêmes et pour le monde. Et beaucoup de jeunes gens nous ont dit que je ne fais confiance à personne dans ma vie. Et j'étais très triste d'entendre ça. Et si on revient en arrière, en revenant à mon enseignant, à mon maître, il avait beaucoup d'amour pour ses étudiants, même s'il était un jeune enseignant avec peu d'expérience, avec l'expérience de vie. Quand il avait 20-30 ans, il n'avait pas beaucoup encore d'expérience, mais il avait tellement d'amour pour ses étudiants. Et autour de lui, il y avait beaucoup de jeunes gens. Et quand il restait dans l'institut bouddhiste à Saigon, au Ho Chi Minh, c'était comme un monastère. Les enseignants et les étudiants restaient ensemble, avaient des repas ensemble et dormaient à l'intérieur même de l'Institut Thai. L'Institut de Thai est toujours plein d'étudiants. Ces étudiants, ils aimaient rester là, dans sa chambre, lui poser des questions, regarder ses livres, qu'est-ce qu'il lisait, et même regarder à l'intérieur de ses papiers. Et à ce moment-là, Tai était aussi un étudiant universitaire. Il regardait ses essais, ses dissertations, il regardait les observations de ses commentaires de ses professeurs. Et c'est vraiment très curieux à propos de lui. Et il était vraiment très proches les uns des autres. Et Tai était comme un frère aîné pour eux. Pas seulement leur enseignant, mais aussi celui qui prenait soin d'eux et qui les aimait. Et l'élément de l'amour a fait que les enseignants et les études étaient beaucoup plus faciles. Mais avec quelques années plus tard, aux alentours, près de 15 ans plus tard, Tai est entré dans une dépression. Il est presque mort. Il avait tellement d'amour pour ses étudiants, il travaillait de tout son cœur,
Mais pour la première fois, il a su qu'il il devait revenir en lui et prendre soin de lui. Et dans le dernier enseignement du Dharma qu'il a offert aux éducateurs, une phrase qui vraiment résume ses expériences de vie, c'était la porte de sortie, c'est de retourner à l'intérieur. C'est exactement ce que Sir Chanduk a dit avant le chant. On doit revenir en nous-mêmes et écouter et s'écouter nous-mêmes. Écouter l'enfant intérieur en nous, de prendre soin de lui, de prendre soin d'elle. Et hier, notre sœur du Hameau Nouveau, sœur Chainim, a également parlé de l'exercice de respiration. J'espère que mes amis du Hameau Nouveau ne vont pas être ennuyés parce que je vais répéter ces exercices. Mais vous ne serez pas ennuyés parce que pendant des années, notre enseignant a pratiqué ces exercices et il ne s'est jamais ennuyé. Donc hier, ce matin, on a eu la méditation guidée et toutes les méditations guidées commencent par j'inspire, je sais que j'inspire, ou j'inspire, je suis consciente de mon inspiration. Ça, c'est la première étape, le premier exercice fondamental de respiration. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de pratiquer cet exercice? Qu'est-ce qui se passe quand on pratique cet exercice? Mon cercle n'est pas très rond. Et je dessine pas très bien. Ok. Donc ça, c'est notre... Pour le faire simple, ça, c'est notre conscience. On a la conscience des tréfonds.
Et on a la conscience mentale. Et notre conscience est très fond. Et il y a tout type de graines. Toutes les graines. Les graines de colère, d'amour, de pleine conscience, de violence. On a toutes les graines en nous. Et quand on a des peurs, quand on pense à demain, demain, ce sera genre mon examen, et que je pense à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui va se passer demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, alors je commence à penser à demain. Et j'ai beaucoup de peur parce que je pense à demain. Et je touche la graine de peur dans ma conscience des tréfonds. Et si je continue à penser à demain, à qu'est-ce qui va se passer demain, à l'examen, et que je continue à nourrir cette graine de peur, et qu'elle se manifeste dans ma conscience, donc dans ma conscience des tréfonds, vraiment profondément, à ma conscience mentale, alors je sens vraiment beaucoup de peur. Je ne fais que de penser à des choses qui me font peur. Et la peur monte d'abord dans ma conscience mentale et je continue à penser à l'examen de demain. Et je continue de nourrir et de toucher cette graine de peur. Et de plus en plus gros, c'est de plus en plus grand, et de plus en plus grand, et de plus en plus grand. Et quand ça devient de plus en plus grand, à ce moment-là, je peux la sentir vraiment, je peux le sentir dans mon corps. Et dans chaque cellule de mon corps. Et si c'est trop grand, même quand je dors, ça peut continuer à grandir, grandir et être là. Et même si j'ai un rêve, je peux avoir un rêve de peur dans mon sommeil parce que j'ai des peurs, je fais des cauchemars. Et quand j'inspire, je sais que j'inspire. À ce moment-là, je ne pense plus à demain. J'arrête de penser à l'examen, mais je reviens à ma respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. Et que j'expire, je sais que j'expire. Donc quand je reviens à ma respiration, j'arrête de toucher cette graine de peur. Je pense à autre chose. Je me concentre sur ma respiration qui est mon corps. Mon corps, ma respiration, c'est le lien entre mon corps et mon esprit. Quand je pensais à demain, mes examens, j'en ai oublié ma respiration, j'en ai oublié mon corps. J'étais prise dans mes pensées, dans ma peur, dans mon énergie de peur. Mais aussi rapidement que je me suis reconnectée à ma respiration, à mon inspiration, j'ai arrêté de toucher cette graine de peur. Et si j'arrête de nourrir ma peur, doucement, je me concentre sur ma respiration et je touche la graine de pleine conscience. Et ensuite, la pleine conscience s'élève dans ma conscience mentale. Et en parlant de la graine de peur, j'arrête de la toucher, j'arrête de la laisser remonter. Et du coup, elle devient plus petite. Et si je continue à être consciente de ma respiration, je reviens à mon corps. Et je suis complètement présente. Je suis entière. Avant, j'étais juste à moitié. Parce que la moitié de moi, j'étais partie. J'étais dans le futur. Mais dès que je reviens à ma respiration, je ne suis plus une moitié, mais je suis complètement 100% présente. Et je suis la meilleure version de moi-même. Et j'arrête la peur. Je peux arrêter de nourrir la peur. Et naturellement, ça devient plus faible. Et en même temps, je nourris.
la pleine conscience de la respiration. Et donc, naturellement, la peur va se calmer. Et avant, cet esprit, la conscience mentale, était complètement noirci par la peur, les émotions négatives. Et maintenant, ça a été changé. Maintenant, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, juste pour changer le cours des énergies de mes pensées. Ça peut changer. Mais si je fais quelques respirations et qu'à ce moment-là, je reviens à mes pensées, ok, bien sûr, je me sens mieux, mais qu'est-ce qui se passe demain? Je dois penser à demain. Et à ce moment-là, hop, je reviens et je nourris la graine de peur à nouveau qui remonte. Et ça, c'est pourquoi on a le deuxième exercice, afin de nous aider. J'inspire. Je sais si ma respiration est longue ou courte. J'inspire une longue respiration. Je sais que j'inspire une longue respiration. J'expire une courte respiration, expiration. Je sais que j'expire une courte expiration. Maintenant, je suis plus concentrée sur ma respiration, du début à la fin. J'inspire, je sais que j'inspire une longue respiration ou une courte respiration. J'expire, je sais que j'expire une longue ou une courte expiration. Donc cet exercice m'aide à garder la pleine conscience sur ma respiration et pas de retourner dans mes pensées à demain, à hier aussi, dans le passé. Donc je dois suivre ma respiration du début à la fin afin que je puisse maintenir l'énergie de pleine conscience plus longtemps. Sinon, la peur va revenir, les angoisses vont remonter et elles vont occuper mon esprit. Et ça, c'est pourquoi notre enseignant disait souvent, plus de 90% de vos pensées ne servent à rien. Et quand vous êtes conscient de votre respiration, ces pensées négatives sont éclaircies. Et la peur, l'anxiété, les angoisses peuvent revenir à leur forme initiale, qui est la graine dans notre conscience de très fond. Et si vous continuez à pratiquer cet exercice, votre esprit, votre conscience mentale, votre esprit deviendra de plus en plus clair, de plus en plus lumineux. Parce que toutes les pensées négatives seront parties et naturellement, ce sera lumineux. Quand on fait ces exercices de respiration, on n'a pas besoin de combattre ou de forcer ou de manipuler notre respiration. On reconnaît juste si c'est long ou si c'est court. Que ce soit rapide, que ce soit lent, juste on reconnaît. Comme quand on revient à nous-mêmes. On reconnaît notre corps, on reconnaît nos sensations et on ne juge pas. Hier, vous avez tous eu un partage du Dharma. Et la pratique du partage du Dharma, c'est d'écouter profondément et de ne pas juger. C'est vrai? Et on ne se juge pas non plus. Que ce soit notre respiration, notre corps, notre esprit, simplement on le reconnaît et on sourit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'essaye pas de manipuler notre respiration, mais juste quand on se concentre sur notre respiration, toutes les émotions négatives s'apaisent et naturellement,
Notre respiration s'apaise. Elle devient plus profonde. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Naturellement, elle est plus profonde et elle est plus paisible. Et c'est pareil pour nos pensées négatives. Et que se passe-t-il si on oublie à nouveau? Parce que notre énergie d'habitude, c'est lorsque nous faisons les mêmes choses encore et encore et encore, en fait, on finit par s'ennuyer. Donc il faut changer, faire quelque chose d'autre pour captiver notre intérêt, notre attention. Et si on ne s'ennuie pas et on arrive à profiter de notre respiration, on peut voir comment nous nous sentons mieux et en fait on va avoir envie de continuer. Et l'énergie de la pleine conscience se renforce et devient de plus en plus forte et de plus en plus forte, et on peut aller plus profondément, plus loin avec notre respiration. On peut élargir, étendre le champ de notre respiration. En inspirant, je prends conscience de mon corps. En expirant, ou à l'expiration, je continue de prendre conscience de mon corps. Et lorsque nous prenons conscience de notre corps avec la pleine conscience, grâce à la pleine conscience, on peut se rendre compte que waouh, j'ai énormément de tension, mais mes épaules sont extrêmement tendues et contractées. J'avais même pas remarqué. Lorsque je ne cesse pas de penser et que je suis pas vraiment juste à moitié là, je sais pas peux pas prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et alors que en cet instant, je reviens à mon souffle et dans mon corps, alors je me rends compte des tensions. Et quand je continue de respirer, même si je n'essaye pas de faire s'en aller la tension, très naturellement, votre corps va être plus détendu. C'est lorsque les émotions négatives sont extrêmement fortes, on peut le ressentir dans son corps et le ressentir dans chaque cellule et chaque organe à l'intérieur du corps. Et si votre énergie de pleine conscience est forte, alors petit à petit, vous allez pouvoir le sentir dans votre corps. Et vous ressentez que votre corps est de plus en plus calme, comme votre respiration. Votre corps est plus détendu, plus en paix. Je pense que dans tous les hameaux, il vous a été offert une courte relaxation. Ça, c'est cette pratique, la courte relaxation, c'est cette pratique, mais de manière plus élaborée. Et vous pouvez le faire pour aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre quotidien. Même lorsque vous marchez, même lorsque vous êtes assis ou assise, vous pouvez continuer de prendre conscience de votre corps et de vous détendre, de détendre toutes les parties de votre corps. Si vous venez ici à cette retraite et que vous êtes en quête d'outils que vous allez pouvoir ramener à vos écoles ou vos salles de classe,
Ça va pas marcher. Ça devrait devenir votre vie, votre style de vie, votre quotidien. Dans chaque instant dans votre vie, à chaque fois que vous vous rappelez, revenez à votre corps. Dès que vous vous en rappelez, revenez à votre corps, revenez à votre souffle et prenez soin de vous. Ça, c'est la première étape pour prendre soin de vous. La première étape de la solution qui consiste à dire que de la solution qui est à l'intérieur. La solution est à l'intérieur. Donc, vous revenez à l'intérieur de vous avec votre respiration. Votre respiration et votre corps, c'est quelque chose de facile. On peut toucher son corps. Donc, c'est vraiment très concret, c'est très facile. On peut ressentir où sont les tensions. On peut prendre soin de ça, on peut le masser. C'est plus facile de prendre soin de votre corps que de votre esprit. Nous disons le corps et l'esprit pour que ce soit plus facile à comprendre, mais en fait, ils sont extrêmement interconnectés, ils intersont. Lorsque vous êtes en colère, vous pouvez ressentir que votre corps tout entier est en colère. Lorsque vous êtes apeuré dans une peur terrible, vous pouvez le sentir dans le corps, n'est-ce pas? Et lorsque vous êtes en pleine conscience, centré et en paix, vous pouvez le ressentir dans votre corps également. Donc en observant votre respiration, vous pouvez savoir ou reconnaître votre état d'esprit. Vous pouvez reconnaître dans quel état votre corps est. Et vous pouvez aller plus profondément lorsque vous prenez conscience de votre corps. Vous allez pouvoir également reconnaître votre état d'esprit. Ils sont interconnectés. Donc l'exercice, c'est de revenir à votre corps, de prendre conscience du corps, de le sentir. Y a-t-il des parties qui a besoin de votre attention et de votre amour? Donc, en inspirant, je calme mon corps. Et en expirant, je continue de calmer mon corps. En inspirant, je calme mon corps et en expirant, je continue de calmer mon corps. Lorsque vous faites ces exercices, ce qui est en train de se produire, en fait, c'est que vous continuez à cultiver, à arroser la graine de la pleine conscience, du soin, la graine du soin. Et cette graine va émerger dans votre conscience, dans la conscience mentale, et ça va devenir de plus en plus fort. Et l'énergie de la pleine conscience emplit votre esprit tout entier, votre corps, votre être au complet. Et il n'y a pas que vous qui soyez capable de le sentir. Tous les gens autour de vous vont se mettre à le ressentir. Et ça peut vous changer vous-même et changer votre environnement. Et lorsque vous sentez calme, toutes les pensées négatives sont parties, sont dissipées, votre esprit est plus clair et très naturellement votre corps est en paix. Vous pouvez ressentir la joie à l'intérieur de vous, d'un état de peur, d'anxiété, de désespoir. Vous passez à un état paisible. Vous pouvez en sortir et relativement naturellement, vous allez pouvoir ressentir cette joie. Vous en êtes capable. Vous pouvez le faire. Même si vous ne voulez pas cultiver la joie peut venir très naturellement vers vous parce que vous avez arrêté toutes les pensées négatives et les émotions négatives. Vous avez mis fin à l'émergence. En inspirant, je me sens pleine de joie, pleine de joie.
En expirant, je ressens de la joie. C'est très très important de ressentir cette joie et de continuer votre respiration en pleine conscience. Pourquoi? Parce que lorsque vous savez qu'il y a de la joie en vous et que vous ressentez la joie, vous touchez la graine de joie en vous. Vous consolidez cette graine de joie et la joie continue à être présente ici. Lorsque la joie et la pleine conscience occupent votre conscience mentale et votre corps, alors il n'y a plus de place pour la peur, l'anxiété, le désespoir. Il n'y a plus d'espace pour toutes ces pensées négatives et ces émotions négatives. Hier, Sœur Chaili a enseigné jusqu'au 6e exercice. En inspirant, je me sens heureux, heureuse. Je ressens du bonheur. En expirant, je ressens du bonheur. Cela veut dire que la joie pénètre de plus en plus profondément. Dans le bouddhisme, il y a une différence entre la joie et le bonheur. Lorsque la joie rentre en profondeur, il n'y a plus d'excitation, mais une sensation de bien-être qui est extrêmement profond et cela se transforme en bonheur. Je sais que c'est juste des mots et du vocabulaire, mais juste pour vous faire savoir que si on maintient, si on garde nos exercices de respiration, alors notre énergie de pleine conscience est de plus en plus profonde et de plus en plus forte et notre sentiment de joie pénètre en profondeur. Et il n'y a plus de formation mentale. Il passe de l'état de formation mentale à l'état d'émotion et ils deviennent le corps. Et il n'y a pas de limite entre le corps et l'esprit ou le corps et les émotions. Et ça devient tellement profond à tel point que vous, quand vous allez vous coucher, vous allez avoir des rêves absolument délicieux. Et dans les rêves, notre maître s'est vu marcher en pleine conscience. Dans ses rêves, il profitait également de la marche méditative. Il profitait de la nature dans ses rêves parce que l'énergie de la pleine conscience pénètre très profondément dans notre conscience du tréfond, dans notre corps, dans notre conscience des tréfonds. Et la nuit, les rêves émanent de la conscience des tréfonds vers la conscience mentale. Et si nous voulons que la pratique de la pleine conscience, si nous voulons être complètement présent et la meilleure version de nous-mêmes, si on veut que l'énergie de la joie pénètre profondément dans notre corps et dans notre conscience des tréfonds, alors, et à chaque fois que pendant la journée, alors chaque fois que nous nous rappelons, nous revenons à la pratique. Et ne pensez pas que vous êtes en train de perdre du temps. Vous perdez du temps lorsque vous êtes en train de penser au futur, des choses qui ne se sont pas encore produites, et vous pensez et vous êtes dépassé par la peur et l'anxiété, c'est là que vous perdez votre temps. Mais si vous prenez soin de vous et que vous êtes la meilleure version de vous-même à chaque instant, et alors vous prenez soin de votre futur. Vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Et vous n'avez pas ces 90% de pensées inutiles
et parfois des pensées qui nous font du mal. Comme on oublie souvent que ce ne sont que des habitudes. On a des habitudes qui sont très profondes. Et notre enseignant le savait. C'est pour ça qu'il a inventé le son de la cloche qui nous ramène et qui nous rappelle de revenir à notre respiration. On a aussi maintenant l'application du village des pruniers que l'on peut télécharger sur notre téléphone. Et on peut aussi avec l'application de la cloche. Donc dès qu'on entend la cloche, on peut s'arrêter. Donc petit à petit, si toutes les 15 minutes dans votre journée, vous revenez à votre respiration et vous prenez quelques respirations pour éclaircir votre esprit, la graine de pleine conscience, elle est petite, mais c'est très important. Parce que jour après jour, on a une nouvelle habitude, de revenir à nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes, une nouvelle habitude de vivre selon la méthode de The Way Out is In, qu'on peut traduire en français, le chemin de sortie, c'est de se tourner vers l'intérieur. Et le dernier exercice, le 6e, et j'étais très heureuse quand Sœur Chainim hier a parlé de ces 6 exercices. Et je me suis dit, oula, faut que je dois continuer. Parce que quand je souhaite que quand vous quittiez cette retraite, vous ayez tous les exercices afin que vous puissiez pratiquer directement. Et je crois hier quand je pensais à mon enseignement d'aujourd'hui, je me suis dit, les éducateurs, ils sont très organisés, ils veulent que tout soit très bien clair, que ce soit écrit sur le tableau. Merci à Sœur Chainim de m'avoir inspirée. Donc, le 7e exercice, j'inspire. Je suis consciente. De mes formations mentales. Et j'expire, je suis consciente de mes formations mentales. Donc, ici, ça a les premiers exercices qu'elle a encadrés, le 3e et le 4e, on est conscient du corps. Ensuite, le 5e, on est conscient du 6e, on est conscient de nos sensations, nos émotions. Et au 7e, on en vient à nos formations mentales. Les formations mentales, c'est, comme je viens de mentionner, la peur, l'angoisse et l'amour. Toutes ces formations mentales, tout ça, ce sont des formations mentales. Et ces formations mentales sont dans notre conscience, sous forme de graines.
Et c'était assez facile de pratiquer avec quelque chose que l'on peut toucher, sentir. Et maintenant, parce qu'on a l'habitude de la pratique, parce qu'on a pris l'habitude déjà de la pratique de la pleine conscience, on va plus loin et on explore nos formations mentales. Toutes nos pensées, tout ce qui se passe dans notre esprit, pensées, formation mentale. Le terme bouddhisme, c'est les formations mentales et on est conscient de ceci. Et parce qu'on a pratiqué ces exercices, maintenant c'est assez facile. Parce qu'on était conscient de... On a pratiqué d'être conscient de nos sensations, nos émotions. Et nos sensations et nos formations mentales, on ne peut pas vraiment les séparer. C'est presque comme... presque la même chose. On parle du corps, de l'esprit, de la conscience des tréfonds, de l'esprit, des formations mentales, des sensations du corps. Et on peut comprendre en réalité quand vous êtes vraiment très concentré sur votre corps. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe dans votre personne. Comme si vous sentez la tension dans votre corps, vous savez qu'il y a la tension dans votre corps, dans vos émotions. Et ici, tout ce qui se passe dans l'esprit, vous êtes conscient de ça. Et la suivante, j'inspire, je calme mes formations mentales. J'expire, je continue de calmer mes formations mentales. Quand on pratique ces exercices, on sait comment nous rendre heureux et joyeux. Parfois, on oublie, on pense qu'être heureux, c'est d'avoir beaucoup de ces conditions, comme je peux être heureux seulement si j'ai ça, si j'ai ce travail, ou si j'ai un diplôme, et sinon, je ne peux pas être heureuse. Mais avec cet exercice, on sait qu'on peut se rendre heureux et joyeux à n'importe quel moment. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a juste besoin de revenir en nous-mêmes, de prendre soin de nous avec l'énergie de la pleine conscience. Et directement, on peut sentir de la joie et du bonheur. Ma nièce, elle est allée à une école privée aux États-Unis. Et l'année dernière, une étudiante s'est suicidée. Et c'est une bonne école privée, mais une élève s'est suicidée et c'était une très très bonne, une élève excellente. Et toute l'école était complètement secouée, le directeur, les jeunes étudiants, les parents, tout le monde était vraiment secoué, bouleversé par cette nouvelle. Et l'élève qui s'est suicidée, c'était vraiment une élève excellente. Et tout le monde se demandait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais la plupart des étudiants, ils pouvaient deviner parce que la plupart d'entre eux
sont dans la même situation. La plupart des étudiants aujourd'hui, ou si pas tous les étudiants aujourd'hui, souffrent tellement de la pression, du stress, des attentes des parents, des enseignants, de l'environnement. Ils souffrent tellement du stress et du désespoir. Et si nous, les parents, les enseignants, on pense que le bonheur est lié au fait que la personne reçoive, si l'on reçoit cette note ou ce diplôme ou ce travail, bien sûr, à ce moment-là, les jeunes personnes, elles souffrent. Et quel est le véritable bonheur? Est-ce que c'est... Si on court après le bonheur qui est fondé sur ce genre de choses, on ne peut jamais être heureux. Parce qu'une fois qu'on aura notre diplôme, après, on aura envie d'autre chose. Et on aura un très bon métier. Et on voudra autre chose. Une grande maison. Et ensuite, on voudra la plus belle des voitures, etc., etc. Et on court tout le temps. On court vers quelque chose à l'extérieur de nous. Et à ce moment-là, on n'est jamais satisfait. Et quel est le véritable bonheur? Et beaucoup d'étudiants de notre maître, de notre enseignant, sont reconnaissants. Ils l'aiment beaucoup et l'ont beaucoup aimé pour toute sa vie parce qu'il a montré la voie à ses étudiants. Quel est le véritable bonheur? Si l'on pense, si on a une perception erronée concernant le véritable bonheur, à ce moment-là, on n'aura pas de véritable bonheur. Donc, tout d'abord, c'est avoir la vision juste de qu'est-ce que le bonheur. Si on veut le bonheur. Et depuis l'an 2008, notre enseignant, Tai, a commencé à donner des grandes retraites pour les éducateurs. Et il a essayé de rendre les enseignements non sectaires, non religieux. Et il a vu qu'avec cette expérience, avec son observation de tous ceux qui sont venus pratiquer au village des Poignets, et il s'est rendu compte, il a observé que dans tous les endroits de notre société, tous les champs de notre société, on a besoin de spiritualité, on a besoin de l'éthique pour avoir du bonheur. Et il a essayé de rendre les 5 entraînements à la pleine conscience, en faire une éthique mondiale, afin que chacun puisse avoir une guidance claire, une guidance claire pour leur vie. Et le second enseignement à la pleine conscience, pendant de nombreuses années, notre enseignant a mis tout son cœur dans remodeler ses enseignements, retrouver le vocabulaire juste afin que chacun puisse voir la direction et leur voie, leur chemin. Oui. Surtout les jeunes gens. Le véritable bonheur n'est pas possible sans la compréhension et la compassion. Courir après le pouvoir, la richesse, la renommée et le plaisir sensuel peut amener beaucoup de souffrance et de désespoir. Je suis consciente que le bonheur dépend de mon attitude mentale et non de conditions externes. Et ça, grâce à ça, je peux vivre heureuse dans le moment présent, simplement en me rappelant que j'ai déjà plus que suffisamment de conditions pour être heureuse. Si on montre la jeune génération quel est le véritable bonheur, et si dans notre vie, on est heureux, à ce moment-là, la jeune génération verra que... Mais si les parents, les enseignants
pense toujours à une autre direction. La jeune génération souffre parce qu'on ne leur offre pas la vue juste. On ne leur offre pas un chemin, une voie. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent et qui ne font confiance en personne parce qu'ils voient leurs parents et ils voient que leurs parents ne peuvent pas gérer leurs propres problèmes, leurs difficultés. Ils se font souffrir les uns les autres et eux-mêmes n'arrivent pas à gérer leur vie. Et quand la jeune génération regarde leurs enseignants, ils ne voient pas. Ils ont besoin de quelqu'un qui les inspire. Et on ne peut pas inspirer avec des mots. On ne peut que inspirer avec notre propre vie. Si on sait comment prendre soin de nos émotions fortes, si on sait comment prendre soin de notre esprit et de rendre notre esprit lumineux, si on sait comment créer de l'espace, si notre esprit est plein de peur, d'angoisse, de colère, il n'y a pas d'espace pour aimer. On ne peut pas aimer nos étudiants, on ne peut pas écouter nos étudiants parce qu'il n'y a plus d'espace dans notre cœur. On est tellement rempli. Et ces exercices de respiration créent de l'espace dans notre esprit, dans notre cœur. Et dès que on a de l'espace dans notre cœur et dans notre esprit, on peut aimer, on peut s'aimer soi-même, on peut aimer notre famille, on peut aimer nos étudiants. Beaucoup de jeunes gens ont dit « Mon père me déteste ». Et directement, on sait que ce n'est pas que le père déteste les enfants. Tous les parents aiment leurs enfants, mais parce qu'ils n'ont pas l'espace, parce qu'ils ne savent pas comment gérer leurs propres difficultés, ou ils ne savent pas comment gérer leurs émotions, mais leurs émotions fortes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas recevoir plus, ils ne peuvent plus écouter, ils ne peuvent plus entendre leurs enfants. Et pareil pour les étudiants. On est tellement remplis. On a besoin de créer de l'espace. On a besoin de libérer les 90% de ces pensées grâce à notre respiration en pleine conscience, afin de créer de l'espace. De créer de l'espace dans notre cœur, dans notre esprit. Et quand on a de l'espace, quand on est conscient de notre corps, on se rend compte que notre corps est un miracle. Notre corps est une merveille de la vie. On est tellement heureuse d'être avec notre corps sans porter de masque. On est tellement heureux d'être tous ensemble, dans une grande foule, avec tellement de gens, sans avoir peur d'être contaminés, sans la peur du Covid. On est dans un environnement très heureux. On est dans un environnement parfait. Juste maintenant, ici. Il y a 2-3 ans, on rêvait de ce moment-là. Et on peut être tous ensemble, sans porter de masque. Où on était complètement... Quand on est complètement présent à nous-mêmes et autour de nous, à ce moment-là, beaucoup de choses, on se rend compte. Beaucoup de choses peuvent nous rendre heureuses ou heureux. Et maintenant, c'est difficile, c'est chaud, il fait chaud. Mais on se souvient des jours où il pleuvait. On préfère la chaleur. Pas faux? On préfère le soleil. Et
et sortir des profondes souffrances. Notre maître s'est rendu compte que le bonheur ne peut pas être là. Si le bonheur ne peut pas être présent sans la souffrance. C'est ok de souffrir. Peut-être qu'ici, on n'a pas vraiment touché la souffrance la plus profonde comme notre enseignant. Bien sûr, on a tous nos souffrances, mais peut-être qu'on n'a pas touché la plus profonde des souffrances. On n'a pas touché le fond encore. Et si on ne souffre pas, comment est-ce qu'on peut goûter, comment est-ce qu'on peut apprécier la joie et le bonheur? Comment on peut avoir le goût réel si on n'était pas passé par la pluie et qu'on était vraiment mouillé, sans le soleil? Comment est-ce qu'on peut apprécier le soleil? Donc on n'a pas peur. On n'a pas peur de la souffrance, on n'a pas peur des difficultés. Quand on sait comment revenir à nous-mêmes et prendre soin de nous, de calmer notre corps, de calmer nos émotions, nos sensations, de calmer nos formations mentales. Durant la retraite d'été, il y avait des adolescents qui étaient là, dans les partages du Dharma. Et ils ont pleuré et pleuré et pleuré. Et ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et j'ai vu les frères et les sœurs qui s'asseyaient près d'eux et qui prenaient leurs mains et qui respiraient avec eux. Respire avec moi. Pose ta main sur ton ventre. Parfois, respirer comme ça, c'est toujours encore difficile. Si l'émotion forte, elle est trop bouleversante. Et on montre aux adolescents de mettre leurs mains sur leur ventre et de respirer avec ça. Et de sentir le ventre qui s'élève et qui s'abaisse. Et on respire avec eux. Et après quelques minutes, ils s'apaisent, on s'apaise. Les émotions fortes s'apaisent et on continue de respirer avec eux. Et si on sait comment faire ça, on peut le faire avec une autre personne. Mais si on ne sait pas le faire, si on ne sait pas pratiquer, on ne peut pas le montrer aux autres. Et ces exercices nous aident. La première chose, c'est de générer de la joie, de nous rendre nous-mêmes heureux et joyeux. Juste avec la respiration. On n'a pas besoin d'aller acheter quelque chose, on n'a pas besoin d'acheter autre chose pour nous rendre heureux et joyeux. On peut être juste là maintenant, tout de suite, sans rien, juste en respirant avec notre personne. Donc, ici, dans cette retraite, pardon, elle a écrit en français, elle a marqué capacité. Dans cette retraite, on doit s'entraîner à chaque instant de cultiver notre capacité de nous rendre heureux et joyeux avec tout ce qu'on a ici et maintenant. Notre capacité à être heureux. Mais on sait que le bonheur et la souffrance se font un. Donc la capacité d'être heureux veut aussi dire la capacité d'être avec notre souffrance, de souffrir et de gérer nos souffrances. Je continue avec 2 exercices supplémentaires de respiration
Et le reste sera pris en charge par les autres frères et sœurs dans les jours qui suivent. En inspirant, je prends conscience de mon esprit, de mon mental. En expirant, je prends conscience de mon esprit, de mon mental. Donc cet exercice est presque comme le 8e. Le 7e exercice, je prends conscience de mes formations mentales. Et ici, quand j'inspire, je prends conscience de ce qui se passe dans mon esprit, dans mon mental. Parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon esprit, dans mon mental. Il y a des émotions mélangées, des pensées mélangées, des formations mentales. Et il faut que je prenne conscience et que je puisse identifier. Parfois, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. On a besoin de prendre conscience et d'identifier. Et de l'appeler par ses véritables prénoms. Véritables noms. Et il en va de même pour la pratique avec notre corps, avec nos émotions, avec notre corps. L'énergie de la pleine conscience va naturellement calmer notre esprit et nous rendre heureux ou heureuses en inspirant. J'amène du bonheur à mon mental. En expirant, je rends mon esprit heureux, heureuse. On peut poser la question, mais comment est-ce qu'on rend son esprit heureux? Si on est heureux, on est heureux. Si on ne peut pas se faire en sorte d'être heureux ou heureuse. Mais lorsqu'on pratique ces exercices et qu'on peut remarquer que naturellement, on est en train de devenir plus léger, plus légère et qu'on a plus de joie et plus de bonheur, alors le fait que vous êtes conscient, que vous prenez conscience de votre bonheur, alors vous êtes en train de vous rendre heureux ou heureuse. Et vous ne perdez pas votre joie, vous ne perdez pas votre bonheur. Il y a beaucoup d'individus qui vont dans des soirées, qui ont du fun avec leurs amis, ils ont de la joie, mais ils ne savent pas comment maintenir cette joie, comment perpétuer cette joie. Et cette joie va dépendre de conditions extérieures comme leurs amis, de beaucoup de choses qui vont être présentes dans la fête, dans la soirée. Et lorsque ces choses ont disparu, lorsque leurs amis rentrent chez eux ou chez elles, lorsqu'il n'y a plus d'alcool, et alors ils tombent dans le malheur et le désespoir parce que leur joie ne porte pas sur quelque chose de stable et de solide. Et cette joie ne provient pas de l'intérieur. Mais notre joie est basée sur des conditions extérieures. C'est pour ça que lorsque ces conditions disparaissent, alors on s'écrase. On retombe dans le désespoir et dans la souffrance. Et ici, nous sommes ceux et celles qui peuvent créer des conditions de joie et de bonheur pour nous-mêmes. Nous pouvons faire en sorte d'être heureux ou heureuse. Nous pouvons toucher les graines de la pleine conscience, de la joie en nous. Nous pouvons renforcer ces graines, nous pouvons renforcer ces énergies en nous et nous n'avons pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et ça, c'est pourquoi que nous disons « je
crée les conditions du bonheur pour mon mental. Je rends mon mental heureux. Je suis celui ou celle qui peut choisir et peut faire tout ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas emporté par les autres. Je ne dépends pas de qui que ce soit d'autre ou de quoi que ce soit d'autre. Et tout ce que nous allons faire pendant cette retraite, c'est dans le but de nous aider. De nous aider à pratiquer ces exercices et de nous aider à toucher toutes les bonnes graines, à renforcer toutes les bonnes graines et à clarifier, à dissiper toutes les émotions négatives, à les calmer, toutes les émotions négatives et les pensées noires. Nous allons pratiquer, la prochaine activité, c'est la marche méditative et c'est le même exercice. Nous allons mettre en pratique lorsque nous prenons conscience de notre respiration et que nous l'associons avec nos pas. C'est ce qui se produit. C'est cela. Il n'y a rien d'autre. Et les repas silencieux, les partages du Dharma, toutes les activités que nous offrons ici sont dans le but de nous aider à faire cette pratique, à cultiver notre capacité d'être heureux, d'être heureuse et de nous rendre heureux ou heureuses et de pouvoir gérer la souffrance, de pouvoir prendre soin de la souffrance. Est-ce que tu as oublié d'inviter la cloche, Souhem, petite sœur? J'espère que dans cette retraite, vous allez également avoir l'opportunité dans vos partages de discussion de vos groupes de discussion du Dharma, vous aurez l'opportunité de discuter plus sur les 5 entraînements à la pleine conscience, parce qu'ils sont un guide, c'est un guide très concret. On entend la cloche.
Cet après-midi, au mot du Nouveau, nous allons avoir une présentation qui portera sur les 5 entraînements à la pleine conscience. Et je sais que dans d'autres hameaux, nous aurons également cette présentation. Et nous allons avoir l'opportunité de partager et de discuter ces entraînements qui portent sur l'éthique globale, l'éthique mondiale. Et ce sont des guides très concrets qui nous aident à obtenir la vue juste sur le bonheur véritable, l'amour véritable. Et de manière ce sont des guides très clairs. Et vous savez que dans les dernières années de notre enseignant, de notre maître, il ne disait plus rien pendant les dernières années. Mais sa vie, sa manière de vivre a continué à apporter de très profonds enseignements à de jeunes monastiques qui vivaient à ses côtés. Et pendant les 3 dernières années qu'il a passées au Vietnam, à Hue, bien qu'il ne pouvait plus dire quoi que ce soit et qu'il ne faisait pas d'enseignement, il y avait beaucoup de jeunes monastiques qui ont eu l'opportunité de le voir et de passer du temps avec lui, continuer d'apprendre à ses côtés au travers de sa manière d'être, de sa manière de vivre avec une présence véritable, une présence complète, avec la compassion, avec une... Elle pouvait sentir son énergie d'amour, de compassion et sa véritable présence complète pour eux qu'il leur offrait. Et une présence véritable, c'est le meilleur des cadeaux que nous pouvons offrir à ceux que nous aimons. Avec ces pratiques, nous n'offrons pas 50%, pas la moitié, mais 100% de nous-mêmes aux personnes que nous voulons, que nous souhaitons aider, aux personnes que nous souhaitons aimer. Et notre maître, notre enseignant, sa vie, c'est son message. La manière dont il vit, c'est ça qu'il veut communiquer. Et toutes ces choses que nous apprenons, nous les mettons en pratique, nous les pratiquons pour que ça puisse devenir notre vie, notre quotidien. Et nous pouvons transmettre le message à nos étudiants, aux générations plus jeunes, générations qui viennent après nous, parce que les générations qui nous suivent, c'est notre futur. J'espère que vous tous et toutes allez avoir une relation très profonde et pleine d'amour avec vos étudiants. D'abord avec vous-même, ensuite avec vos étudiants, vos membres les membres de votre famille et vos collègues, avec votre environnement. Et la dernière phrase que je souhaiterais écrire sur le tableau, qui est une phrase qui provient de notre maître, de notre enseignant, et du sommaire de toute sa vie, c'est que les enseignants heureux changent le monde. Et aujourd'hui, on est tellement heureux parce qu'on sait qu'un enseignant, c'est pas suffisant. Et ici, on a une énorme communauté d'enseignants qui sont heureux. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ce partage.